Merci. N'hésitez surtout pas à m'interrompre au cours de cet exposé euh, que, que j'ai appelé le microscope que l'on n'a pas, la Je modélisation. te coupe, il faut juste enregistrer. Ah oui, c'est bon. C'est fait déjà. C'est là, enregistré. Qu'est-ce que je veux dire par ça? En fait, il se trouve que je suis responsable du... J'ai été pendant longtemps responsable du master MEF, je ne le suis plus. Et que donc, nous essayions d'apprendre à nos étudiants à classifier, enfin, à poser des exercices en fonction des compétences, des 5 compétences, des 6 compétences, je ne sais plus, dont la compétence de me modéliser. Mais je me suis rendu compte que très souvent, il y avait, disons, une incompréhension, chose qui était entendue même par modélisation. Nous prenons un exercice extrêmement classique, celui du maître nageur. Vous avez un maître nageur qui est quelque part sur la plage, une personne qui est en train de se noyer ici. La question est quelle est la trajectoire que le maître nageur doit prendre pour rejoindre le plus vite possible la personne en difficulté. Sachant évidemment que si bon nageur qu'il soit, il court évidemment plus vite sur la plage qu'il ne nage dans l'eau. Ce genre de problème est tout à fait intéressant et il a son domaine de légitimité. Mais est-ce que c'est vraiment de la modélisation? Ce qui est un peu gênant dans ce genre de problème, j'en citais d'autres après, qu'il n'y a pas vraiment d'hypothèse à faire. Je veux dire, souvent on précise même, par exemple, dans l'énoncé, que le maître nageur ira d'abord en ligne droite de là où il est à la rive, puis encore nagera en ligne droite vers la personne en difficulté. Donc on impose, entre guillemets, le type de trajectoire. On donne la vitesse à laquelle il va sur la plage, la vitesse à laquelle il va dans l'eau, etc., etc. Bref, c'est effectivement un problème de modélisation, en ce sens qu'il faut passer une situation concrète et une situation abstraite, et à la fin retraduire en termes concrets la situation abstraite, très bien, mais il n'y a pas d'hypothèse à faire sur le problème, il n'y a pas de choses obscures, il n'y a pas de choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de problème axiomatique, une espèce de théorie du maître nageur courant sur la plage et nageant dans l'eau, allant d'un point à un autre. Encore une fois, je ne dis pas que ce ne soit pas légitime, mais en gros, on sait que si on applique les axiomes qui sont donnés, les axiomes de la théorie, on se trouve à ce problème suivant, le maître nageur est en M, la personne en détresse est en D, et il va falloir optimiser la quantité MA sur VD, je n'ai pas mis des normes, plus AD sur VM, où VT et VM sont les vitesses respectives sur la Terre et dans la mer. Vous voyez, on arrive à cette équation-là, finalement, juste en appliquant les axiomes de la théorie ad hoc du maître nageur qui est détaillée dans l'exercice. Encore une fois, je ne dis pas que ce soit pas comme ça, que ce n'est pas tout à fait légitime de proposer aussi des choses comme ça. Et ça correspond en effet à une partie de la modélisation. Pour résumer en un mot, ça correspond en effet à la modélisation des phénomènes dont on sait parfaitement comment ils se produisent et la façon dont ils se produisent. Mais ce n'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça que ça se passe modélisé. C'est un exemple très célèbre. Dans les années 1810 à peu près, quelqu'un qui s'appelait Ernst Schladry a proposé ce que s'appelle le phénomène des plaques vibrantes. Alors voilà les dessins. Je vais vous montrer une vidéo qui vous explique le principe. C'est pas moi qui l'ai faite, évidemment. Hein. Le principe, c'est le suivant. Oups. Voilà, vous mettez du riz ou n'importe quoi sur une plaque qui vibre, du sel plutôt, puis vous faites vibrer votre plaque. Oups. Et qu'est-ce qui se passe? Selon la vitesse à laquelle on fait vibrer la plaque, des tas de motifs vont apparaître. Vous allez voir, c'est très simple. Et ça commence par faire comme ça. Puis ça a des basses vibrations. Puis quand on augmente la vitesse de vibration, ça fait des dessins de plus en plus compliqués. Comme ça. Comme ça.
ça. Donc à des vitesses encore plus grandes, on obtient des choses encore plus... toujours c'est symétrique d'ailleurs, parfois des symétries, il peut y avoir une brisure de la symétrie, je dis une bêtise. Et en tout cas, toujours de plus en plus sophistiqué. Bon, on a remarqué ça vers les années je vous dis, 1810. Et ce Ernst Chladni est arrivé à Paris, il a fait le tour des académiciens de l'époque, Lagrange, Poisson, tous les grands noms de ce temps-là, en disant bah, écoutez, voilà ce que j'observe, et trouvez-moi la théorie mathématique qui produit ces dessins splendides. Et donc, c'était l'énigme, entre guillemets, qui était posée à la communauté scientifique de ce temps-là. Et ben, les modélisateurs de ce temps-là, évidemment, ils n'avaient pas les moyens de chercher à dire l'équation de la plaque vibrante. Aujourd'hui, on sait ce que c'est, d'ailleurs, je la donnerai plus tard. Et comprenez bien qu'eux, ils ne l'avaient absolument pas. Donc, ils voyaient juste un phénomène, pour eux absolument incompréhensible, très beau d'ailleurs, et qu'il s'agissait maintenant d'expliquer en étudiant les propriétés des matériaux, des plaques, etc. Alors, derrière cette histoire, donc, la première personne qui va tenter de faire une théorie de la plaque vibrante, c'est Sophie de Germain. Alors le procédé de Sophie Germain, bon, elle a reçu un peu d'aide peut-être de Legendre, probablement, bref. Le procédé de Sophie Germain est assez surprenant. Elle dérive avec des arguments qui ont peu convaincu à l'époque, qui sont probablement assez peu convaincants. Elle dérive une sorte d'équation de la plaque et elle affirme, voilà, l'équation, je l'écris, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'équation, c'est une constante fois le carré du Laplacien qui vaut la dérivée seconde par rapport au temps. On appelle l'équation bi-harmonique, enfin, peu importe les détails, mais équation qu'elle justifie essentiellement, enfin, en particulier en disant qu'elle arrive à retrouver une partie, d'ailleurs pas tous les phénomènes qui sont décrits ici. C'est-à-dire qu'elle arrivait avec cette équation à retrouver certaines de ces courbes. Bon, les courbes correspondent en gros au point où ça ne vibre pas, parce que bon, elle ne convaincra pas les gens de son temps, même si elle aura le prix d'ailleurs pour son mémoire. Personne ne reconnaîtront que c'est une première avancée. Mais l'opposition qui va lui être faite, notamment par Denis Poisson, personnage très intéressant, Denis Poisson, qui dans ces années-là commence à être, pas encore tout à fait le sommet de son ascension, mais commence à être une sorte de mandarin universel qui dirige plutôt bien d'ailleurs les mathématiques de son temps. Et ce qui le gêne beaucoup, Poisson, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Et ce que Poisson va tenter de dire, en gros, c'est qu'une plaque de métal fine, ce sont des particules qui sont à côté les uns des autres, comme ça. Vous voyez, là, j'ai des particules là. Là. Et qui sont reliés. Alors, j'ai mis des ressorts pour simplifier. Il faut comprendre qu'il y en a dans tous les sens. Je n'en ai pas mis en diagonale, mais j'aurais très bien pu mettre aussi des tas de ressorts comme ça en diagonale. Mais aussi, d'ailleurs, encore plus diagonale. Enfin, voilà. Imagine que les particules sont reliées par une espèce d'infinité de ressorts. En fait, il ne prononce pas le mot ressort, évidemment, c'est moi qui l'ajoute. J'ajoute pour faire comprendre, je dire à peine ce qu'un ressort, l'énergie est censée être en carré d'élongation. Là, simplement des ressorts dont l'énergie serait proportionnelle à l'élongation. Et en faisant cette hypothèse-là, il arrive petit à petit, avec diverses approximations, en fait, il arrive à peu près à retomber sur l'équation dite bi-harmonique. Et c'est là vraiment le cœur de ce sujet. C'est-à-dire qu'évidemment, en 1810, personne ne sait quelle est la structure de la matière. On soupçonne évidemment qu'il y a des matières cristallines, parce qu'on voit bien que les cristaux de roche, ça a une certaine forme. On soupçonne que les cristaux, c'est effectivement des espèces d'atomes qui sont reliés entre eux par certaines liaisons.
Mais on n'a pas la moindre idée. Enfin, je veux dire, on n'a pas, par exemple, absolument pas à l'époque, de raison particulière de croire à l'hypothèse atomiste plutôt qu'à l'hypothèse d'une matière continue, par exemple. Et donc, l'hypothèse que fait Poisson, c'est une hypothèse sur une matière qui est absolument incapable de voir. Que d'ailleurs, il traite comme étant des particules. Alors, il ne prononce pas le mot atome. Le mot atome est trop chargé de signification. Il dit juste, je ne sais plus, des agrégats, je crois. Il est bien conscient que ce n'est pas forcément des atomes. Il n'est pas dans cette théorie-là du tout. Et que, donc, finalement, le phénomène macroscopique qui est observé, c'est-à-dire ça, ce qu'il est en train de dire, c'est que ça peut se comprendre si on suppose un certain phénomène microscopique qui est l'histoire va continuer d'ailleurs avec le Navier, celui de Navier-Stokes. Ma connexion Internet est instable. M'entendez-vous bien? Oui, proteste. Oui? Oui, ça va. Oui, bon, d'accord. Voilà, qui va ensuite reprendre ce modèle corpusculaire de façon beaucoup plus approfondie et va en déduire ce qui est cette fois-ci l'équation exacte, qui permet d'expliquer l'intégralité des phénomènes, à savoir, vous savez qu'une surface, dans une surface, ben, si je prends un point, zut, la surface a disparu, si je prends un point d'une surface, c'est toujours ce qu'on appelle les rayons de courbure principaux. C'est-à-dire qu'en tout point d'une surface, il y a deux directions particulières et deux cercles particuliers, qu'on appelle les rayons de Gauss, qui sont tels que l'ellipsoïde, c'est une espèce de ballon de rugby qu'on trace sur ces deux cercles, est la meilleure approximation de la surface dans un voisinage. Ce rayon, on appelle ρ et ρ'I. Et Navier tire une formule que je ne demande pas, je ne vais pas expliquer les détails, mais qui est assez remarquable, à savoir que de manière naturelle, finalement, la plaque va essayer de minimiser cette quantité-là. Rho et ρ' sont donc ces deux rayons de courbure. Et il explique tout ça, encore une fois, par un modèle corpusculaire où des forces sont exercées entre elles, les unes sur les autres, par certains atomes. Tout ça est très, très bien expliqué d'ailleurs dans ce livre, qui s'appelle Poisson, Siméon Denis Poisson, édité par Yvette Kosman-Schwarzbach. Un livre très, très intéressant. Si vous vous intéressez aux interactions entre mathématiques, physique, mais aussi l'agronomie ou la démographie ou la justice, que Poisson était vraiment quelqu'un qui s'intéressait à tous les aspects appliqués, dirions-nous aujourd'hui, des mathématiques. Alors évidemment, l'équation que j'ai donnée là, redonne aussi ce que disait Sophie Germain, pour laquelle cette fameuse équation revient à chercher à minimiser une certaine quantité un petit peu plus simple et un petit peu différente. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire quand je disais le microscope qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que quand on modélise, souvent, on doit faire des hypothèses qui ne sont pas dans l'énoncé, entre guillemets. Je vous donne peut-être l'exemple le plus célèbre, que je reparlerai souvent, la loi de Boyle-Mariotte. C'est une loi qui dit que si on a un gaz qui est pris dans une certaine quantité, ce gaz, il exerce une certaine pression sur les parois de son récipient, et cette loi dit que PV égale nRT, où T est la température, N est le nombre de particules du gaz présent dans le volume en question, V est le volume, et P est la pression exercée sur les parois. Bon, à l'époque de Boyle et Mariotte, ni l'hypothèse atomiste ni l'hypothèse du continu ne sont dans la moindre
ne sont très développées. Mais simplement, ce qu'on remarque que divers auteurs, d'ailleurs, c'est une sorte très compliquée, remarqueront, c'est que cette loi expérimentale, elle s'explique remarquablement simplement si on suppose qu'un gaz, c'est quoi? Ben, c'est des particules qui bougent dans tous les sens de manière aléatoire, ça, qui éventuellement peuvent entrer en collision, ça c'est pas important, et que la pression, bah, c'est l'effet de ce qui se passe quand la particule tombe sur la paroi, et donc rebondit sur la paroi. Pourquoi c'est très logique? En fait, c'est relativement simple, je peux essayer de l'expliquer en quelques mots. En gros, bon, ça va faire hurler un physicien ce que je dis, mais n sur v, le nombre de particules divisé par le volume, c'est la densité de particules. Il faut admettre, c'est un seul point difficile, que la température T, c'est lié à l'énergie des particules. Et donc, NV sur T, c'est entre guillemets la densité d'énergie des particules. C'est-à-dire, c'est l'énergie qu'il y a dans les particules. Ben, on se doute bien, on va dire une chose un peu choquant, mais on se doute bien que si les particules vont comme ça dans tous les sens, ben, la pression qu'elles vont exercer, la pression c'est une force divisée par une surface, la pression qu'elles vont exercer sur un petit morceau de surface, ben, on se doute bien que c'est proportionnel à cette densité d'énergie qui est présente dans le gaz. Et donc, à partir de là, ben, c'est logique que la pression soit proportionnelle à ça, et bon, le rapport de proportionnalité, on l'appelle R, très bien. Vous voyez, cette loi est parfaitement compréhensible, à faire de modélisation mathématique beaucoup plus poussée que ça, d'ailleurs, qui donne d'ailleurs des termes correctifs de manière extrêmement précise, si on tient compte des chocs que les particules font entre elles, par exemple. Ça permet de comprendre cette loi, tout à fait explicable macroscopiquement. La pression, le volume, la température, ça se mesure. N, c'est plus compliqué, mais tout le reste se mesure très bien. Donc on peut parfaitement expliquer tout ça de manière parfaitement expliquer tout ça donc si on suppose que le gaz est fait de petits atomes qui se rentrent dedans et qui vont dans tous les sens et à une vitesse moyenne proportionnelle à leur température. Et encore une fois, on doit faire une hypothèse sur quelque chose qu'on ne voit pas. Il est évident que ce fait quoi est connu quasiment depuis le XVIIIe siècle, précis au XIXe, il est évident qu'à l'époque, on n'a pas la moindre idée de ce que peut être un atome. Mais pourtant, on ne voit pas du tout comment expliquer ce phénomène-là. Si on suppose que le gaz est une matière continue, tandis qu'on voit très bien comment le faire, ça paraîtrait naturel si on suppose que le gaz est fait d'éléments insécables, du moins insécables quand il est chimiquement inerte, et qui rentrent dans les parois à toutes sortes de vitesses. Alors, je ne dis pas que ce soit d'ailleurs, vous voyez, il y a toute une partie de la modélisation, et une partie très concrète de la modélisation, des modélisateurs professionnels, entre guillemets, ce que je ne suis absolument pas, d'ailleurs, je tiens à le préciser, qui consiste non pas à appliquer une théorie et à tenter de résoudre un problème en partant des hypothèses qui sont posées comme étant le problème, mais tout simplement, il faut chercher les hypothèses. Alors, on donne un autre exemple hein, qui peut être utilisé quand les équations différentielles sont revenues au programme, par exemple, mais après, je donnerai un deuxième sur l'étude des bouchons, l'étude des embouteillages. Quelque chose de tout à fait intéressant, c'est le chauffage central. C'est d'actualité en plus. Il fait froid. Bon, en gros, chauffage central, s'il y a un seul tuyau, ça marche comme ça. Si j'appelle x la distance à l'origine, voilà, c'est que la dérivée seconde par rapport à x de la température, c'est proportionnel à la différence entre la température ici, T de x, et la température extérieure, T0. Bon. Alors, le coefficient qui est là, en fait, est pas
peut éventuellement dépendre de X. On peut supposer qu'il est différent quand le fluide passe à travers un radiateur que quand il est dans un tuyau ou coincé dans un mur. Supposons-le constant pour se simplifier. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Voilà. Et alors, quand on pose le problème, ce qui est naturel, c'est de se dire, bon, quel est l'autre? Vous savez qu'une équation différentielle de degré 2, il faut se donner deux conditions initiales, la position initiale et la vitesse initiale. La position initiale, on peut se dire, oui, on sait ce que c'est. T de 0, c'est la température à laquelle chauffe la chaudière. Bon, la flamme a une certaine température, ça donne la condition T de 0. Et si on pose le problème comme ça, en fait, il y a un problème. C'est qu'il faut... Là, on peut dire que ça, c'est les données qui sont naturelles, mais il y a une question, c'est, et la dernière donnée, qu'est-ce que j'en fais? Je veux dire, j'ai besoin d'avoir deux conditions initiales et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est la seconde condition. Voilà un exemple de problème relativement simple, assez classique. Là, je l'ai fait en dimension 1, mais l'équivalent en dimension 2 ou en dimension 3 est extrêmement classique. De problème, comme on dit, mal posé, c'est-à-dire que si on fait juste, entre guillemets, l'application des lois de physique élémentaire, en fait, il y a des hypothèses qui manquent. Alors, je vous donne d'ailleurs tout de suite la manière dont on peut finir ce problème. En fait, probablement, dans une question comme ça, l'hypothèse la plus raisonnable à mettre, c'est que quand il revient vers la... Alors, on pourrait mettre quand il revient vers la chaudière, il y a une certaine température. Ça n'a pas beaucoup de sens. L'hypothèse qui est raisonnable de mettre très souvent, c'est que la dérivée, c'est-à-dire que, bon, on pourrait mettre t de l'infini, par exemple, donc quand on a fait un grand tour et qu'on revient, est égal à la température extérieure. Ce serait une hypothèse de bon sens, mais si le système n'est pas très gros, il n'y a pas beaucoup de sens cette hypothèse, il faut mieux mettre que t' de l'infini est égal à 0. C'est-à-dire que après, t' de l'infini ou t' du système, c'est-à-dire qu'après avoir fait un tour, la température du tuyau, peut-être pas la température extérieure, mais elle ne bouge pratiquement plus. Bon, bref, je veux dire, selon la configuration, il peut y avoir diverses hypothèses à ajouter, mais pour avoir un système bien déterminé, on va être obligé de faire une hypothèse de plus qui n'est pas de manière évidente dans l'énoncé. Un exemple que j'aime bien, parce que c'est une hypothèse de sortie. Je peux en donner... oui, je vais donner peut-être les bouchons. C'est un exemple assez amusant aussi. Donc là, on peut dire que presque toutes les données y étaient. Et vous pourriez me dire, oui d'accord, parce que son différentiel de degré 2, c'est quelque chose de difficile à modéliser. Alors, je peux vous donner d'autres exemples, par exemple, des problèmes genre un peu math engine, où on peut essayer de modéliser de façon extrêmement simple, c'est-à-dire mais en faisant des hypothèses. Les bouchons, c'est toute une théorie mathématique très compliquée avec de jolis paradoxes, des choses comme ça. Je ne vais pas en parler beaucoup. Mais en gros, comment ça se passe un bouchon? Enfin, un des phénomènes des bouchons, c'est ça. Imaginez une route où tout le monde va exactement à la même vitesse, mais avec des intervalles courts. Pour une raison X ou Y, il y a un moment, il y a un automobiliste qui freine. Donc, celui qui est là, il freine. À ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, les automobilistes qui sont derrière lui vont se rapprocher de lui, vous voyez, les intervalles vont se réduire, mais du coup, ils vont aussi réduire leur vitesse. Bon, et ensuite, que se passe-t-il? Alors, comme ils réduisent leur vitesse, par définition, ça fait un bouchon. Et ensuite, que se passe-t-il? Donc là, on a un bouchon qui se forme. Ce qui va se passer, et on l'observe très bien expérimentalement, c'est que le bouchon va avoir tendance à d'abord augmenter de taille, va aussi avoir tendance à se décaler vers l'arrière. Un bouchon n'est pas immobile.
Ça paraît tout à fait naturel d'ailleurs. Ça paraît tout à fait naturel parce que la voiture qui est en tête du bouchon, bah, comme elle a été obligée de ralentir devant lui, la voie la libère, et la voiture qui est en tête, elle peut réaccélérer. Tandis que la voiture qui est en queue, bah, comme elle freine, les voitures qui sont derrière elle freinent à leur tour, et donc cela allonge la queue du bouchon. Alors, ça fait partie des choses, ça avait été étudié par des groupes de Matt Engine il y a quelques années, pour lesquelles on peut parfaitement trouver des modélisations tout à fait utilisables, même au niveau que collège, par exemple. Je vous en donne une qui est assez amusante. C'est-à-dire la chose suivante. On va juste modéliser la route par des cases, mises sur une ligne, comme ça, dans lesquelles on met des pions. Et en allant de gauche à droite, d'ailleurs, on va faire avancer ces pions en disant, bah, a priori, ils avancent de 5 cases, puis ensuite, on complique la règle. Sauf s'il y a quelqu'un devant eux, sauf s'il y a un autre pion devant eux, auquel cas, bah, déjà, ils ne peuvent pas doubler le pion qui est devant. Et puis, ils vont pouvoir avancer que de... Bah, chose plus simple, ils vont à la dernière case libre, à leur droite, où on peut mettre d'autres règles qui vont expliquer d'autres phénomènes. Donc, en gros, par exemple, si on veut comprendre le phénomène du bouchon, la modélisation la plus bête, c'est juste de considérer... Oups. Je vais peut-être refaire entièrement la modélisation, ce sera plus clair. Voilà, je refais tout. J'ai commencé à préparer un dessin, mais c'est mieux de refaire tout. Donc, pour commencer par considérer que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, une voiture tous les 6 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voiture tous les 6 cases, et on va dire, disons, les voitures avancent a priori à vitesse 5, sauf si quelque chose les gêne, auquel cas, bah, elles se mettent à la dernière case libre. C'est-à-dire que celle-là va aller là, celle-là va aller là, celle-là va aller là, celle-là va aller là, et vous voyez que tout le monde s'est décalé de 5, la circulation est fluide. Maintenant, c'est pour une raison X ou Y, celui qui est là n'avance pas. On va faire très simple. Qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui sont derrière lui, eux, ils ont avancé. Bien. Et lui, il n'a pas avancé. Donc là, on voit qu'on voit un premier bouchon de 2 voitures qui sont côte à côte et qui vont faire un noyau de bouchon. Alors, celui qui est là, à l'étape suivante, par contre, il peut aller 5 cases avant, donc il va aller là. On va de gauche à droite. Donc, à l'étape suivante, lui, il est arrivé ici. Lui, il est arrivé ici. Lui, il s'est arrêté à la première case libre, c'est-à-dire là. Lui, n'a pas pu bouger parce que devant lui, c'est pris. Tandis que la voiture qui est là, elle, aucun problème. Elle a avancé de 5 cases. Et puis, à l'étape suivante, je vous laisse imaginer ce que ça fait. Donc, celui-là, cette voiture-là va aller là. Celle-là va aller là. Celle-là est immobile, elle reste là. Celle-là, par contre, avance, elle va là. Et celui-là, il a disparu de l'écran. À l'étape suivante, je vous laisse imaginer. Puis là, j'en ai d'autres qui sont apparus. À l'étape suivante, j'ai 2 voitures qui se suivent ici. Et par contre, celle-là, celle qui est là a pu se la libérer. Vous voyez, déjà comme ça, on arrive à modéliser une chose, on arrive à modéliser le fait que le bouchon se déplace, le bouchon a tendance à reculer au cours du temps. Par contre, on n'a pas pu modéliser un autre phénomène qui est l'allongement de la queue du bouchon. Pour le faire, il faut encore, pour l'obtenir, on peut mettre une autre loi dans le genre maintien des distances de sécurité, c'est-à-dire que la voiture qui est à l'arrière ne se met pas à la dernière case libre, mais commence à ralentir avant d'arriver à la dernière case libre. Voilà, donc encore une fois, c'est un type de modélisation qui est très simple et qui est très élémentaire, mais qui a ceci d'intéressant, qui permet de retrouver le phénomène observé
en faisant des hypothèses sur la manière dont on conduit dans un embouteillage. C'est-à-dire que, évidemment, on ne sait pas, nous, comment se comportent les gens dans leur voiture, mais on peut essayer de le déduire du fait que les bouchons reculent et que leur longueur a tendance à se allonger aussi. En mettant tout ça bout à bout, eh ben, on peut essayer d'en déduire en fait, le comportement des automobilistes et donc de retrouver la manière dont se passent et la manière dont se comportent les choses. Alors, je vous donne un autre exemple que je trouvais très joli, que j'ai trouvé récemment. Voilà, j'ai fait un peu le dessin. Vous voyez comme ça une espèce de plat spaghetti. Alors, ce genre de dessin, je trouve que le dessin était pas très lisible. Je préférais carrément le refaire. Pour ce dessin, je me suis inspiré d'études qui ont été faites sur les mélanomes. Donc, je trouve que c'est des gens de ma connaissance qui ont travaillé là-dessus. Et ça, de fluorescence. Et quand on regarde ce qu'on obtient, on obtient quelque chose comme ça, à savoir, on obtient des courbes qui font ça. Alors, ce que je trouvais très intéressant dans cet article, c'est que la déduction qu'ils en font. Vous voyez, on a l'impression, quand on suit une courbe, que le mouvement est essentiellement aléatoire. Alors, il n'est pas aléatoire au sens brownien, quand même, il y a des directions privilégiées, mais on a l'impression que le principe général de ces courbes, c'est d'aller tout droit avec des petites déviations à gauche ou à droite. Mais en voyant un peu la tête de la figure, les auteurs ont remarqué une chose, je ne sais pas si vous le voyez, c'est qu'on dirait que ces coupes, alors de temps en temps, elles se croisent, mais quand même peu. C'est-à-dire que visiblement, elles hésitent à se croiser. Elles le font de temps en temps, et clac. Mais il y a plein d'endroits où on a quand même l'impression, vous voyez, cette courbe-là, que la molécule a essayé d'éviter la trajectoire des autres molécules. Et donc, le papier, de façon très intéressante, en conclut que ces chloroplastes, comme ça s'appelle, mélanoplastes, pardon, c'est comme ça que cela s'appelle, laissent derrière eux des substances chimiques qui disent aux autres molécules de ne pas aller là. Et que c'est la manière dont ces cellules cancéreuses finissent par se répandre. Ben voilà, ça c'est vraiment une modélisation où donc il propose du coup un modèle basé sur l'idée qu'il y a émission d'un phénomène de je ne sais pas quoi qui disent aux autres de ne pas aller là. Ce n'est pas un modèle mathématique très révolutionnaire, on connaît plein d'autres phénomènes du même genre. Mais c'est encore une fois intéressant parce que les auteurs n'ont pas la moindre idée de ce qui est émis et de ce qui est repoussé. Absolument pas la moindre idée. Ils disent juste, cette hypothèse-là, on ne l'a pas vue, et c'est la seule hypothèse qui permet de comprendre ce que l'on voit. Encore une fois, c'est une hypothèse, la modélisation sert de microscope, c'est-à-dire elle remplace le microscope et permet de déceler un phénomène qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Alors, est-ce que c'est un bon microscope? J'ai parlé au début du principe de Fermat, et je vais tout de suite dire quel est le problème avec la modélisation sur ce qu'on ne voit pas. Donc, vous savez, les prismes, c'est exactement le même principe. Parce que vous savez, c'est que le principe du problème du maître nageur dont j'ai parlé au début. C'est-à-dire que la lumière, tout comme le maître nageur, elle cherche toujours à minimiser le temps. Alors, l'état précis, c'est un rayon lumineux entre deux points.
toujours une trajectoire qui n'est pas forcément minimale stricto sensu, mais qui est toujours localement minimale. C'est-à-dire qu'on peut y avoir des chemins beaucoup plus courts, mais très différents. Il ne peut pas y avoir de chemin plus court, proche du chemin initial. Bien, ce que j'en étais. Ici. Bon, alors, quand on applique cette idée, on retrouve parfaitement la loi de Snell-Descartes. La loi de Snell-Descartes, c'est une loi sur la manière dont la lumière se réfracte de passe d'un matériau à un autre matériau, comme c'est le cas ici. Et elle dit que V1 sur V2, donc le rapport des deux vitesses, donc la vitesse du maître nageur dans la Terre et du maître nageur dans la mer, ou la vitesse de la lumière dans le premier milieu ou la lumière dans le deuxième milieu, a pour rapport le rapport des sinus des angles qui sont ici. Bien. Alors, je veux dire, si on décide de modéliser la lumière en disant ce sont des particules qui, pour des raisons mystérieuses, cherchent à aller le plus vite possible, voilà, ça c'est une modélisation mathématique tout à fait avouable. Et avec ça, on arrive à retrouver la loi de Snell-Descartes, loi de Snell-Descartes qui, elle, est parfaitement observable. Je veux dire, on peut faire l'expérience dans son laboratoire. Oui, mais il y a un problème. C'est que cette même loi de Snell-Descartes, on peut la déduire d'une hypothèse mathématique complètement différente. Ce sera le cas beaucoup plus tard, quand on connaîtra les équations de Maxwell, les équations des champs électromagnétiques. On aura à ce moment-là une vision de la lumière complètement différente. On dira plus du tout que ce sont des particules. On dira que la lumière, ce sont des ondes électromagnétiques qui se déplacent à une certaine vitesse. Et avec cette hypothèse-là, en supposant donc qu'un rayon lumineux qui arrive, c'est une espèce d'onde comme ça, et que à chaque fois qu'on change de matériau, qu'une onde c'est un truc qui est de ce type-là, et c'est-à-dire le vecteur qui est là, quoi, le vecteur directeur doit changer de direction, mais chose très importante, qu'il faut que ça se recolle bien. C'est-à-dire qu'il faut que ici, le champ électromagnétique ne peut pas faire de saut. C'est toujours que continue un champ électromagnétique. On met tout ça ensemble, l'équation de Maxwell dans un milieu homogène, et le fait que le champ électromagnétique ne peut pas admettre de saut, et forcément que continue. Et que retrouve-t-on? Eh bien, on retrouve exactement la loi de Snell-Descartes aussi. C'est-à-dire que deux modélisations aussi radicalement différentes que celle consistant à dire que la lumière, c'est un atome de lumière qui obéit à une certaine loi, donc l'hypothèse atomiste, ou l'hypothèse du continu, la lumière, c'est une variation d'un champ, c'est une variation d'un certain matériel que continue. On a pu appeler l'éther au XIXe siècle, on ne savait pas ce que ça c'était. Enfin, c'est l'idée de la matière divisible à l'infini. En fait, ces deux hypothèses parfaitement contradictoires logiquement arrivent à la même équation observable, c'est-à-dire elles prédisent finalement exactement la même chose. Donc on peut expliquer la loi de Snell-Descartes ou par l'hypothèse atomiste ou par l'hypothèse de la matière continue, par des voies complètement différentes, mais on retrouve exactement la même loi à la fin. Et c'est là une vraie limite de la modélisation par des hypothèses. C'est-à-dire que deux hypothèses opposées peuvent donner les mêmes résultats expérimentaux. Il y a eu au cours de l'histoire d'autres cas assez célèbres. Par exemple, il ne faut pas imaginer que quand Copernic publie son De Revolutionibus, l'effet était immédiat sur les astronomes de l'époque, tout simplement parce que avec les données expérimentales que l'on avait dans la deuxième moitié du XVIe siècle, j'ai dit du XVe siècle, n'importe quoi, du XVIe siècle,
à vrai dire, il n'y avait pas de moyen vraiment de trancher entre le modèle géocentriste de Ptolémée, pardon, et le modèle héliocentriste de Copernic. C'est-à-dire que finalement, les deux modèles rendaient compte des observations qu'on avait à l'époque de façon tout à fait satisfaisante, et l'un et l'autre. Certes, assez rapidement, on remarquera que les prédictions de Copernic concernant un certain passage de Mercure seront plus exactes que celles de Ptolémée, mais bon, ce n'est pas une différence suffisante, disons, pour faire complètement triompher déjà les idées de Copernic. Et pourtant, on ne peut pas faire plus opposé comme modèle héliocentrique, modèle géocentrique. Donc on met la Terre au centre ou le Soleil au centre de l'univers. C'est évidemment deux modèles complètement différents. Mais avec les observations de ce temps-là, il n'y avait pas de différence. Ça changera évidemment lorsque Galilée observera les phases de Vénus, les satellites de Jupiter, bref, proposera toute une série d'expériences qui feront définitivement pencher la balance du côté de l'héliocentrisme, mais il n'y avait à vrai dire pas de différence très profonde dans ce qui est prédit par les deux hypothèses de ce temps-là. Donc, en fait, un des problèmes de la modélisation qui, comme ça, demande des hypothèses, c'est de savoir, c'est très bien de prendre des hypothèses, mais lesquelles prend-on? Parce que deux hypothèses peuvent être parfaitement équivalentes. Par exemple, le grand argument de Copernic et des coperniciens, c'était que son système était plus simple. Alors, plus simple, il voulait dire qu'il supposait moins d'épicycles. Vous savez, Ptolémée, c'était très compliqué. La Terre était au centre, mais les astres ne tournaient pas vraiment sur des cercles autour. Ils tournaient. Alors, il y avait divers systèmes. Ils pouvaient tourner sur des cercles dont le centre tournait lui-même sur un cercle qui lui-même centré en la Terre, ou d'autres systèmes encore plus compliqués avec des écans, des choses comme ça, bref. Voilà. Qui permettaient de rectifier, disons, et de rendre compte des données observées. Copernic avait beaucoup moins d'épicycles que Copernic en avait. Puis enfin, il y avait l'argument que ce n'est pas la peine d'ajouter deux mouvements, un dans le plan de l'équateur terrestre et un dans le plan de l'écliptique. Donc le mouvement journalier des astres s'expliquait par le mouvement de la Terre sur lui-même, ce qui pouvait être vu comme étant beaucoup plus simple. Cet argument de la simplicité a un côté subjectif. Je ne sais pas comment quantifier la simplicité d'une théorie mathématique. Et trancher entre deux modèles qui sont faits par des hypothèses, c'est un vrai problème. Alors, en général, le critère qu'on donne, c'est l'argument de la prédictibilité. C'est-à-dire que si on a deux hypothèses sur ce qu'on ne voit pas complètement différentes, eh bien, ensuite, on reprend le problème de façon axiomatique en supposant un instant que nos hypothèses sont la vérité absolue et on se demande qu'est-ce que cela implique. On va essayer de faire des prédictions en disant si notre hypothèse sur ce qu'on ne voit pas est vraie, alors on devrait voir tel et tel phénomène. C'est ça, à mon avis, l'enjeu, vous voulez, qu'il y a à faire passer à nos étudiants, ce type de modélisation qui résonne par des hypothèses sur ce qu'on ne voit pas. C'est que le vrai fonctionnement de la science, c'est la chose suivante. On a un certain corpus expérimental. Alors, distinguer expérience et théorie, c'est toujours dangereux parce que les fameux résultats expérimentaux sont eux-mêmes basés sur des théories. Quand on essaie de regarder les astres avec un télescope, ce n'est pas un fait. Ce qui est observé repose sur une théorie de l'optique, par exemple. C'est difficile en fait de séparer l'expérience et la théorie. Mais en gros, on a pour résumer, on a une certaine quantité d'expérience. On a des modèles qui peuvent rendre compte d'une certaine quantité de ces expériences, pas forcément de tous. Hein.
Au fond, la vraie manière de trancher entre elles, c'est de voir que tous ces modèles font des prédictions. Oups, celle-là. Et que de voir si ces prédictions sont justes ou fausses. Je crois que c'est tout à fait important de faire passer ce genre de message à nos étudiants. C'est comme ça que la science marche. Et j'ai parlé beaucoup trop vite, mais bon. Voilà, et je voulais finir par un exemple tiré de mon expérience en enseignement en Master MEF. J'aime beaucoup demander à mes étudiants, à la fin du cours de géométrie, pourquoi la Terre est ronde. Je veux dire, si on leur pose la question, quel est pour vous le meilleur argument pour dire que la Terre est ronde? Et de façon très étonnante, ce qu'ils me répondent absolument tous, c'est ça. C'est parce qu'on l'a vu. Parce qu'on est allé dans l'espace et qu'on a vu que c'était rond. Alors, bon, outre que chronologiquement c'est assez absurde, ça fait 2000 ans qu'on sait que la Terre est ronde, mais plus que ça. Ce n'est pas en allant sur la Lune qu'on l'a deviné pour la première fois. Mais ce qui est intéressant dans cette réponse, c'est que, et je la comprends, elle est tout à fait compréhensible, c'est qu'on a envie de voir directement. C'est-à-dire qu'on a envie, en bon saint Thomas, de croire ce qu'on voit. Et je pense que si la réponse de la Terre est ronde, parce que les astronomes y sont allés, ils sont allés, ils ont vu que c'était rond. C'est celle qui revient le plus souvent. C'est que c'est la seule qui est par vision directe. Mais c'est pas comme ça que la science marche. Je veux dire, on n'a jamais vu un microbe infecter un individu. Je veux dire, aucun microscope n'a suivi un microbe partant du nez partant de mon nez et allant au nez de la personne à côté de moi au supermarché. Pourtant, même si on n'a jamais vu, on est absolument certain que c'est comme ça que la contamination d'un certain nombre de maladies a lieu. Ce n'est pas la peine de voir pour savoir que c'est vrai. Et ça ne veut pas dire que, etc. Mais par exemple, les arguments visibles, voilà un argument beaucoup plus fort en faveur de la rotondité de la Terre, de la Croix du Sud, qui est une constellation qu'on voit dans l'hémisphère sud, qu'on ne voit pas dans l'hémisphère nord, sur une Terre plate. Essayez d'imaginer un mécanisme qui ferait que certaines constellations seraient dissimulées la totalité de l'année aux gens qui habitent qui habitent sur une moitié de la Terre et que l'autre la verrait. Sur une Terre sphérique, c'est parfaitement naturel. Sur une Terre plate, c'est absolument incompréhensible. Autre argument beaucoup plus fort, le fait que 2 fois par an, aux équinoxes, le Soleil se couche à l'ouest et exactement à l'ouest. Et ce sont aussi des choses qui se voient, mais qui demandent quand même une certaine modélisation. Si on suppose que l'équinoxe, c'est le moment où l'axe de rotation de la Terre est orthogonal à la droite Terre ce Soleil, que l'angle qui est ici est droit, ça devient absolument évident que ce jour-là, le Soleil se couchera exactement à l'ouest et se lèvera exactement à l'est, où que l'on soit sur Terre. Encore une fois, sur une Terre qui n'aurait pas une forme d'un solide de révolution, ça n'implique pas que c'est une sphère, ça implique que c'est un solide de révolution. Bref. Sur une Terre plate, c'est absolument incompréhensible que 2 fois dans l'année, le Soleil soit exactement à l'est, où que l'on soit. Essayez d'imaginer dans votre tête quelle modélisation mathématique ça supposerait. Ça n'a évidemment ni queue ni tête. Et je crois que c'est ça qui est important dans la modélisation, c'est de faire comprendre que le principe même de la démarche scientifique, c'est pas de croire ce qu'on voit, c'est d'expliquer ce qu'on voit parce que l'on ne voit pas. Parce que bien sûr, l'expérience sensorielle est à la base de toutes nos connaissances scientifiques.
données expérimentales, mais la science a consisté à les expliquer par des hypothèses qui, elles, sont faites sur ce qu'on ne voit pas. Et à mon avis, c'est cela une des deux natures, peut-être la plus importante, de la modélisation mathématique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous voyez, j'ai parlé beaucoup moins qu'une heure finalement, 50 minutes. Merci Camille. Tu m'entends Camille? Oui. Oui, très bien. Ah oui, oui, très bien, bah, c'était très bien, merci. Très intéressant. Okay. Y a-t-il des questions? Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. Bon. Je pense que tout était clair. Bon. Olivier? Oui, j'avais une question tout de même par rapport aux différentes théories pour des arguments, pour choisir une théorie meilleure qu'une autre. Le critère de simplicité ou de prédictibilité, enfin, est-ce qu'il y a d'autres critères qui pourraient permettre, qui pourraient prétendre à choisir une théorie plutôt qu'une autre? Alors, oui. Oui, j'en ai donné deux. Voilà. Parce que, par exemple, pour une théorie des cordes, j'ai entendu que c'est une théorie qui est très spéculative, et dans le sens où on ne serait même pas sûr de savoir faire des expériences qui permettraient de discriminer entre l'une et l'autre théorie des cordes. Et est-ce que c'est un sens de dire qu'une certaine partie des théories des cordes est meilleure qu'une autre? Alors, je pense que tu es beaucoup plus d'expert en quantification que moi, déjà. Mais, ça fait longtemps. Alors oui, non, donc, apparemment, déjà, le critère de simplicité pose une sorte de problème. La relativité générale est certes extrêmement simple par sa reformulation, mais faire un calcul de relativité générale, c'est Verdun à chaque page, je veux dire. C'est des pages et des pages de considération pour arriver à des choses extrêmement simples. Et ce n'est pas une théorie simple, la relativité générale. Donc, on veut dire par simplicité, compliqué à comprendre. Une fois qu'on a compris, démontrer la loi est très simple. Mais bon, c'est quand même très dur. Ensuite, comme autre critère, bah justement, la théorie des cordes, je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose de la théorie des cordes, mais j'ai l'impression que c'est pas prédictif. Enfin, j'ai jamais. Si un jour une théorie des cordes arrivait à faire une prédiction, même invérifiable, peut-être qu'elles en font des prédictions invérifiables, mais forcerait une prédiction. On peut imaginer qu'on pourrait le vérifier. Je crois que ce serait très intéressant, mais les théories, les cordes les plus. Enfin, peut-être que les théories de base, les théories FFI4, choses comme ça, le font certainement, mais pas les théories des cordes générales, je pense. Donc il me semble que justement, il n'y a pas d'expérience pour trancher entre les diverses théories des cordes proposées. Je ne connais pas grand-chose. Je ne vais pas entrer dans un domaine que je ne connais pas. Mais d'autres critères, oui.
je peux en citer un, par exemple. Simplement, c'est le critère de, pas sans être un bon critère, mais est-ce qui convient aux connaissances mathématiques du moment. Oui. Je veux dire, de toute évidence, la théorie les difficultés justement qu'il doit y avoir au début de la relativité générale, parce que il a fallu qu'un certain nombre de physiciens éclairés, reconnus, prix Nobel peut-être, ont dû se retrouver un petit peu idiots, on était obligé de se remettre à un niveau en géométrie différentielle, et ce truc-là. Ça a pu être une cause de rejet pour un certain nombre d'entre eux. D'accord. Des gens qui n'étaient pas mathématiciens du tout, d'ailleurs, dans l'hostilité à Einstein, toutes sortes de raisons, des bonnes et de très mauvaises. Et ça a souvent été des gens qui étaient des scientifiques parfaitement reconnus, parfaitement compétents dans leur domaine, mais qui ne comprenaient pas, qui n'acceptaient pas une théorie, qui étaient absolument incapables de comprendre les tenants et les aboutissants, parce que ça n'appartenait pas à leur monde mental mathématique, par exemple. Ça peut être aussi, ça fait partie de la simplicité si on veut. Mais ça peut être aussi... Oui, c'est une autre façon de simplicité, plutôt que la simplicité des hypothèses, la simplicité de la compréhension. Aussi, oui. C'est un critère difficile, la simplicité. Et sinon, c'est les aspects mathématiques pour la modélisation. Donc, on ne prend pas forcément en compte des mathématiques comme un jeu où on se donne des axiomes au départ et on regarde quelles conséquences ça permet d'avoir. Enfin, je veux dire, modéliser, c'est un microscope, ça permet de découvrir des choses qu'on ne voit pas. Mais, le lien avec d'autres points des mathématiques qui proviennent juste parce que les gens ont joué avec des axiomes, ont déduit je sais pas, la théorie du nombre, les théories non standards, des grands cardinaux, d'autres choses. On n'a pas de réalité physique à tester des grands ordinaux si ça existe avec tels axiomes ou tel autre. Alors, non, mais je dirais deux choses. Première chose que j'aurais envie de dire, justement, pour cette théorie très abstraite, prends l'axiome du choix. Oui. On ne peut pas démontrer l'axiome du choix, bon, évidemment. Simplement, si c'est imposé, c'est parce qu'on peut refaire toutes les mathématiques sans l'axiome du choix. Tout. C'est juste beaucoup plus compliqué. L'analyse fonctionnelle, on pourrait tout faire sans l'axiome du choix. C'est juste mortel, enfin, c'est juste dur et inutilement. L'axiome du choix est beaucoup plus pratique. Oui. C'est bien de savoir qu'on n'en a jamais vraiment besoin en pratique. Là, pour le théorème de Hadamard, juste comme ça, on peut toujours trouver. Les démonstrations sont en fait constructives. Et utiliser l'axiome du choix risque de dissimuler le fait que c'est constructif. Donc là, c'est pas très bon. Mais au fond, l'axiome du choix s'est imposé pour des raisons de simplicité, de praticité, malgré son statut un peu douteux de même. L'autre point que je voulais parler, je ne sais plus, c'est le premier que tu avais dit au début. Je vais parler de... Je ne sais plus quel est ton premier point. Désolé. Ah oui, tu disais, oui, effectivement, pour reprendre l'exemple du bridge, souvent, le problème mathématique, c'est pas on donne les règles et on essaie de jouer. C'est on voit des joueurs et on essaie de comprendre les règles. Oui. Y compris en théorie des nombres, y compris dans des domaines où il n'y a pas d'expérience. Ils prennent un ordinateur, ils font des calculs jusqu'à 3 milliards de milliards. Ils comprendre la règle. Bon, ça ne marche pas toujours comme ça, mais... Y compris pour les équations des partielles, des tas de phénomènes.
pour les figures de Chalby, par exemple, on a une théorie qui est assez complète maintenant, qui permet d'expliquer la plupart des phénomènes. Il reste encore certaines vibrations qui font des figures qu'on ne sait pas reproduire. Ah, je ne sais pas. Je pense que numériquement, au moins, on sait tout faire. Non, je ne sais pas si D'accord. les plaques vibrantes. Je pense que quand même, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas expert de ça, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des choses que numériquement, nous n'arrivons pas à retrouver ensuite, parce qu'on sait faire. Donc là, je ne sais pas trop. Et peut-être une dernière remarque. Le fait, les nouvelles théories, les nouveaux modèles qui remplacent les anciens, qui étendent les anciens, est-ce que, historiquement, il me semble, par exemple, la relativité, ça englobe Newton, donc c'est toujours des théories précédentes et qui sont plus puissantes parce qu'elles font des prédictions sur des choses plus fines qu'on ne savait pas expliquer avant et qu'on sait expliquer après. Est-ce qu'il y a des exemples où on a une théorie qui, qui explique des nouveaux phénomènes par rapport à la théorie d'avant, mais qui n'arrive pas à expliquer une partie d'autres phénomènes? Ah oui, tu veux dire qui abandonnerait certains phénomènes en cours de route, quoi. C'est ça que tu veux dire. Donc, Oui. il n'y aurait pas de progrès, mais une espèce de régression d'une partie. Ben, peut-être sur un certain point, c'est une théorie plus efficace parce que ça permet de faire des calculs plus vite ou quelque chose pour expliquer un certain phénomène de façon plus efficace. Mais avant, avec la théorie précédente, on savait expliquer une autre partie des phénomènes, et là, le nouvel formalisme fait que on n'arrive pas, les calculs sont trop difficiles sur cette autre partie qu'on sait faire avec le. Je sais qu'il y a la relativité générale d'un côté et la physique quantique de l'autre qui ne se mettent pas d'accord sur des phénomènes comme les trous noirs où c'est à la fois très massif et. Je peux te donner un exemple historique très important. La fixité des étoiles. Le fait que les étoiles se fondent, c'est le fait qu'elles ne vivent pas dans le temps. C'est le fait qu'on découvre au XVIIIe siècle, on a des instruments de mesure assez précis pour découvrir l'aberration des étoiles. Mais à l'époque de Galilée et Copernic, on n'avait pas d'instrument assez précis pour le voir. On avait l'impression que les étoiles étaient petites. Et ça, dans le système de Ptolémée, ça s'explique très bien. Si les étoiles tournent autour de la Terre, c'est normal qu'elles soient fixes. D'accord. Dans le système de Copernic, c'est très gênant. Si c'est la Terre qui bouge, bah, les étoiles ne devraient pas être au même endroit en hiver et en été. Donc, les coperniciens étaient obligés d'ignorer ce phénomène, de faire une explication ad hoc en disant ah bah oui, c'est parce qu'elles sont très loin, mais c'est un argument, un argument faible consistant à dire ah, mais ça s'explique par quelque chose qui paraît en plus invraisemblable. Il fallait que ce soit des milliers de milliers. On ne connaissait pas à l'époque les ordres de grandeur céleste. Ça veut dire qu'elles étaient beaucoup, beaucoup plus loin du Soleil que le Soleil. Donc, en tout cas, je pense que souvent, les nouvelles théories, au début, laissent de côté les faits expérimentaux en disant on verra plus tard. Et les étoiles est un bon exemple. Bon, d'accord, merci. Je laisse les autres personnes s'il y a encore des questions. Le micro grise beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus de questions, Olivier et Camille. Bien.
Ben, dans ce cas-là, on arrête là. Merci. On arrête l'enregistrement. Oui. Voilà.